doit mettre sur le pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Club Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, il y a Lelo, Ezali, édition spéciale autour de Sabino. Briefing et Salamaki hier le 27, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Hier c'était les 27. Aujourd'hui je pense c'est le 28. Briefing Oyo. Ezalaki invité, Ezalaki ministre, il y a ministre Amine Bouyebi briefing, Ezali vraiment, Eloro Moko, Yamalam, Soke Loka Malam, Ezalami, Bisson à 5 minutes, Tondi Maka. Donc, initiative, Oyo, il y a ministre, il y a communication à Sala, briefing, il y a Kobengsa, Tunyo, surtout, Bazan, poste, Moko régalien, Koya, ko se justifier devant presse, et puis, Balanda Bangwan dirait qu'on a, question, Ezalagate, que, poni, question d'engue, Oya, vraiment invité na yemoko ministre ya communication baroye batewane za preuve il y a démocratie na vraiment liberté d'expression au Félix Antoine Tshisekedi Fachi Béton président na biso à kotisa na mboka parce que ba makamsusu et comment ko lobama na ba TV donc vraiment qu'on dit maté mais elobami na ba période oyo ya Kabila na kasi ba okanga bino nyoso tout na ba micro ekei boloko donc briefing Oyo, Boyebi Kenga, Narbeta a toujours c'était basala effort, donc RTNC et ça la traduction directe. Basolo bana français, Moutoumoro peut azo traduire na lingala na ebiki matériel RTNC comment nango c'est faisable. Donc briefing Oyo ministre des Mines Ayaki Wane Zalaki sur rapport ya mission Oyo et Salamaki Kuna na grand Katanga, donc vraiment, tout attend ébélité. Tout Tigibino, Bolanda, briefing, au ministre des Mines qui invité sur rapport et mission na Kati Yagra Katanga. Donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Ainsi que nous le disions hier, ce soir, nous avons le privilège d'avoir sur ces plateaux mon collègue de mine, Luatum Kabamba. Il a déjà eu l'occasion de venir à cet exercice de redevabilité, mais cette fois-là, nous parlions de l'industrie et de ce qui se faisait. Hier, nous avons parlé avec le collègue des PME, de la vision du président de la République, notamment après la table ronde qui s'est tenue récemment au Palais du Peuple sur l'entrepreneuriat des jeunes et qui aboutit à un pacte. Ce soir, nous voulons revenir sur un secteur des croissances, un secteur sur lequel la République démocratique du Congo repose depuis des longues années, pour ne pas dire des siècles, mais évidemment avec la vision du ministre de Mines, en tout cas qui est celui que le président de la République et la première ministre ont confié les responsabilités à la tête de ce ministère. Ce soir, nous allons évidemment revenir sur la mission que le ministre a effectuée dans le Grand Katanga, principalement dans le Haut-Katanga, avec ce qu'on a connu comme incident CDM, mais aussi les événements tristes du Lalaba. Et vous avez vu vous-même que le ministre
j'ai envie de dire que nous rendons grâce à Dieu parce que nous avons vu le crash que votre avion a connu, heureusement, que Dieu est avec nous et que nous pourrons continuer à bénéficier de votre expertise parce que la mission, justement, vous l'effectuez pour exprimer la compassion et la solidarité du gouvernement. Nous aurons l'occasion d'y revenir, mais en premier, parce que c'est pour la première fois que nous vous recevons dans ces cadres, Monsieur le Ministre, en tant que ministre de Mines, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques lignes comment avez-vous pensé donner une nouvelle dynamique à ces secteurs qui a toujours été considérés comme les secteurs qui va permettre à la République démocratique du Congo de connaître son développement? Bonsoir d'abord, cher Patrick, et bonsoir à tout le monde. Avant toute chose, j'aimerais quand même vous féliciter pour cette initiative, cet exercice auquel nous nous sommes tous soumis, de redevabilité, de venir nous tenir devant la presse, mais également devant le peuple pour répondre aux questions, pour dire ce que nous faisons, comment nous le faisons et qu'est-ce que nous comptons accomplir. Je crois que c'est un très bel exercice. Nous apprenons beaucoup aussi dans cet exercice, parce que je crois qu'il y a aussi beaucoup de critiques constructives qui viennent et ça nous sert souvent pour réajuster le tir. Merci beaucoup. J'aimerais également, puisque vous avez parlé du chef de l'État au début, lui exprimer toute ma gratitude d'avoir placé sa confiance en moi pour ce ministère qui est très stratégique à un moment clé de l'histoire de notre pays, à un moment de l'histoire où les minerais stratégiques deviennent un enjeu planétaire. Et donc pour cela, je lui suis très reconnaissant. Je suis reconnaissant également, et je remercie Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour son leadership et son accompagnement constant. Et bien sûr, qu'à Dieu soit toute la gloire. Voilà. Maintenant, cela fait bientôt 3 mois que je suis à la tête de ce ministère. De la vision du chef de l'État et des instructions reçues de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, à mon endroit, et dans le cadre de justement du plan d'action gouvernementale, il y a des priorités, bien sûr, que je me suis fixées. Et la première des priorités, c'est renforcer la gouvernance, la bonne gouvernance, la traçabilité, mais également lutter contre la fraude minière, encadrer l'artisanat minier comme il se doit, regarder à ce cliché que le secteur minier continue d'afficher depuis près de 100 ans de mining en RDC, où tous les sites miniers sont des îlots de prospérité pour une élite, mais sont souvent entourés d'un océan de misère. Casser ce cliché-là et diversifier l'écosystème d'activité économique autour de tous ces sites-là pour que réellement les richesses profitent aux Congolais. Et bien sûr, parmi mes priorités, il y a également des réformes qui se veulent courageuses. C'est permettre aux communautés locales et aux Congolais de participer justement au capital de tous ces grands projets miniers. Il est temps que les Congolais deviennent actionnaires dans les mines. Les réformes sont déjà très avancées à l'étude. Nous allons les annoncer très bientôt. Il y a un groupe d'études qui travaille là-dessus pour que nous puissions les finaliser. Et de même, l'exploration géologique. J'ai toujours dit, les mines commencent par l'exploration géologique. Les mines se développent par la géologie et les mines se terminent par la géologie. Il est très important que nous mettions des moyens dans l'exploration géologique, mais cette fois le faire avec des géologues congolais. Ceux-là que j'appelle les enfants de Dieu. Je les appelle les enfants de Dieu parce qu'un gisement, en termes juridiques, c'est un acte de Dieu. Et donc, il n'y a que les enfants de Dieu qui peuvent lire un acte Gisement, de Dieu. un acte de Dieu. Oui, juridiquement, un gisement, c'est un acte de Dieu. C'est pour ça que j'appelle les géologues les enfants de Dieu. C'est eux qui découvrent les actes de leur père. Il faut leur donner des fonds d'amorce, il faut leur permettre de découvrir les gisements, parce que nous voulons aussi casser un autre cliché. Celui de toujours voir des géologues venus d'Australie, de Canada, ils sont souvent blancs avec beaucoup de barbe blanche qui découvrent les gisements chez nous. Donc je crois que les Congolais sont très bien formés pour le faire aussi. J'ai confiance en eux, j'en côtoie beaucoup, ils n'attendent que ça. Ils n'ont pas peur d'aller aux 100 000 diables, ils n'ont pas peur des morsures de serpents, ils n'ont pas peur de boire l'eau sale et avoir une dysenterie ou une malaria. Ils sont prêts pour cela. Il faut leur donner les moyens, il faut les supporter pour le faire. Voici très brièvement les priorités que nous nous sommes fixées
Tout à fait. et sur lesquels nous travaillons. Voilà. Évidemment, nous aurons l'occasion de revenir point par point, si le temps le permet, parce que je crois que dans votre vision, vous avez eu le temps de le partager, on doit être en mesure de passer à l'étape supérieure, parce que la République démocratique du Congo doit finalement renverser cette perception, pas cette perception, mais cette pauvreté vécue, alors que nous sommes entourés des œuvres de Dieu qui Absolument. découvrent les géologues, ces enfants. Absolument. Mais, Monsieur le Ministre, vous avez été d'abord dans le Haut-Katanga, après l'accident que nous avons vu, ensuite dans le Lualaba. Qu'est-ce que nous pouvons retenir d'abord de la première mission, mais aussi de l'autre mission, avant de reparler de la problématique des artisanaux, de certains axes que vous nous avez donnés tout à l'heure? Oui, très bien. Le premier incident, c'est le 4 novembre, si je me rappelle bien. J'ai été saisi d'un débordement d'un bassin de rétention de la compagnie minière CDM, mais avec des répercussions assez graves dans l'environnement. Des eaux acides qui se déversaient un peu partout et qui affectaient bien sûr les populations, qui affectaient les puits d'eau, qui affectaient même l'écosystème des rivières et autres, avec des poissons morts et autres. Nous nous sommes rendus sur les lieux. Et bien entendu, le constat que nous avons fait était un constat malheureux. C'était un constat de mépris des normes élémentaires de conception, de construction et d'opération d'un bassin de rétention. Je ne vais pas aller dans les termes trop techniques, mais tout ce que je vais vous dire simplement, c'est qu'un bassin, le lieu où on le construit est sélectionné selon certains critères, et la géomembrane qu'on pose pour retenir les eaux aussi est posée sur un sol qui est bien préparé, qui est compacté avec certains standards. Et il y a des méthodes pour détecter les fuites pour que la nappe aquifère ne soit pas polluée. Tous ces standards n'étaient pas au rendez-vous, et encore moins la façon d'opérer, la façon de détecter ou de prévenir à l'avance un pareil accident. Les accidents peuvent arriver dans la vie, mais un accident d'un bassin pareil, ça ne vient pas et ça surprend tout le monde. Non, il y a des signes avant-coureurs. Et donc, il n'y avait rien de tout cela. Nous avons mis en place une commission d'enquête pour enquêter, établir la vérité, toute la vérité, établir les responsabilités également, parce que les sanctions vont s'en suivre. Parce que la société sera tenue, bien sûr, de réparer tous les dégâts qui ont été causés à l'environnement. Elle sera tenue de dédommager tous ceux qui ont été affectés d'une manière ou d'une autre. Elle sera tenue également de payer tous les travailleurs pendant tous les 3 mois, parce que j'ai pris une décision de suspendre cette opération-là pendant 3 mois, leur donner la chance de réparer. Et je ne lèverai cette mesure que quand je serai suffisamment satisfait que les mesures ont été prises pour préserver l'environnement et les populations autour de cette mine. Voilà brièvement ce qui s'est passé, mais je dois avouer également que les responsabilités sont partagées, parce que pour en arriver là, notre administration devait jouer également son rôle. Et donc il y a un besoin de renforcer la capacité de notre administration pour que les contrôles se fassent de manière plus efficace et qu'on puisse prévenir pareil incident. Lorsque cet incident sera clos, nous allons étendre la mission de cette commission pour aller dans les autres sites également. Absolument. Pour voir ce qui s'y passe, pour prévenir justement que pareil incident ne se produise. La raison pour laquelle nous faisons tout cela, ce n'est pas la chasse à l'homme. Il faut établir les responsabilités, certes, mais c'est surtout prendre les mesures pour prévenir que cela ne se reproduise encore. Je crois que c'est notre responsabilité de le faire, nous devons le faire. Et d'ailleurs, à ces propos, justement, le président de la République, à la 66e réunion du Conseil de ministres, est revenu là-dessus et qui vous avait chargé, Monsieur le ministre, avec notre collègue de l'Environnement, de renforcer la surveillance, la coordination, la rigueur des services techniques placés sous votre autorité afin de prévenir toute récidive de telles catastrophes. Et vous avez sûrement suivi que le ministre de la Justice a, à ses propos, tiré les conséquences qu'il faut pour que les responsabilités puissent être pleinement établies. L'autre volet de votre mission, Monsieur le ministre, c'est le Lualaba. Évidemment, on a vu ce qui s'est passé avec le crash, mais vous y allez pour exprimer la compassion du gouvernement après l'éboulement et ce qu'on a vu sur le terrain. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, évidemment, de cet incident et des conséquences que vous avez tirées? Oui, tout à fait. C'est un incident très malheureux et ici, je salue encore la mémoire de tous ces jeunes qui ont perdu leur vie. Vous savez, c'est une vraie tragédie. Lorsqu'on est âgé entre 15 et 35 ans
de perdre sa vie dans des conditions pareilles, une bousculade qui s'ensuit de jeunes gens qui tombent dans une sorte de ravin où il y a de l'eau, de la boue, et on finit par une bousculade, une noyade, etc. C'était tragique. Je tiens à dire une chose, ces jeunes gens qui meurent comme ça, ce sont vos enfants et ce sont nos enfants. Je les considère comme mes enfants, comme mes propres fils, parce que nous sommes africains. L'enfant du voisin, c'est votre enfant. Il a le droit de venir manger chez vous. Il peut même dormir chez vous, c'est chez lui. C'est une vraie tragédie. C'est pour cela que, fort du message du chef de l'État que j'avais vu la veille de mon voyage, parce qu'il suit cette situation de très près, il m'a reçu pendant près de 2 heures, nous avons parlé. Il m'a donné des mots de compassion pour cette jeunesse et il m'a prié de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que pareille chose ne se reproduise plus. C'est fort de cela que nous nous sommes rendus sur le site. Il y a eu le crash qu'il y a eu, nous rendons grâce à Dieu. Nous en sommes sortis vivants. Et dès que le médecin a permis qu'on puisse reprendre du travail, dans les heures qui suivaient, on a repris du travail. Je suis allé voir également certains des blessés, dont un jeune de 18 ans, qui était grièvement blessé, qui était à l'hôpital. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est, encore une fois, les responsabilités partagées. Responsabilités de ceux qui ont permis que tous ces jeunes se retrouvent dans ces lieux-là, dans ces conditions-là. Responsabilité de notre administration, encore une fois. On ne peut pas se voiler la face. Responsabilité de ceux-là qui achètent ces minerais, sachant bien que ces minerais sont extraits dans des conditions qui sont celles qu'elles sont. Les responsabilités sont à plusieurs niveaux. Je ne vais pas anticiper sur les conclusions de l'enquête, mais tout ce que je vais vous dire, c'est que rien ne sera épargné. Aucun officier supérieur de l'armée galonné ou étoilé ne sera épargné. Aucun cadre supérieur de l'administration, qu'elle soit provinciale ou nationale, ne sera épargné. Personne n'est au-dessus de la loi. C'est comme ça que je travaille en étroite collaboration avec mon collègue de la justice. Tout à fait. Pour que justement justice soit faite, que les responsabilités soient établies, que les poursuites soient engagées, parce qu'il faut qu'il en soit ainsi. On ne peut pas continuer à pleurer nos morts à cause de la bêtise humaine, à cause de la corruption, à cause des pratiques qui finalement ne nous honorent pas et qui font que parfois nous ne sommes pas respectés à travers le monde. Cela doit s'arrêter. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour vos mots introductifs. Ici, je rappelle que pour les problématiques que nous avons notées, le Président de la République a eu l'occasion de revenir dessus en Conseil de ministres et que des mesures seront prises pour qu'à la fois, pour ce que nous avons vu au sujet du bassin de rétention ou pour ce que nous avons vu d'aller là-bas, ne se reproduisent plus. Des accidents peuvent toujours arriver, mais il y a une action qui doit être faite notamment dans le sens de l'administration, mais aussi dans les chefs de tous ceux qui sont complices et qui conduisent à des conséquences comme celles que nous avons vues dans le Lalaba. Monsieur le ministre, on va commencer l'exercice pour lequel nous sommes ce soir pour mieux édifier ceux qui nous suivent. On va commencer avec monsieur Oscar Mbal de la Télévision nationale. Monsieur le ministre, tous nos sentiments de compassion, parce que quand nous avons vu les images circuler dans les réseaux sociaux, j'ai vu les membres de votre délégation courir et c'était fort. Dieu merci, il n'y a pas eu de mort. J'ai 2 petites questions. Nous sommes passés de moratoire pour l'exploitation de minerais stratégiques au quota. Veuillez nous expliquer c'est quoi le quota, quel est l'effet recherché dans tout ça, et est-ce que vous allez tenir par rapport à vos challengers, parce que la RDC n'est pas le seul pays producteur du cobalt. Je sais que 75% c'est à RDC, mais est-ce que vous allez tenir? Quel est l'effet recherché avec les systèmes de quotas dans les exportations des minerais stratégiques? La deuxième question et la dernière, vous revenez de Kolwezi, il y a eu des creuseurs miniers artisanaux qui sont morts dans les circonstances qui ont été décrites. Moi, je voudrais savoir, avec chiffres à l'appui, quels sont les EIA qui sont destinés
aux creuseurs miniers artisanaux. Ces ZEA, ZEA entendez, zone d'exploitation artisanale. excusez-moi, les zones d'exploitation artisanale, parce que nous apprenons que les creuseurs miniers artisanaux font des incursions dans des sites miniers qui ne leur appartiennent pas. Et souvent, ça crée des problèmes. Et les entreprises minières basées à Kolwezi qui se plaignent du fait que des creuseurs miniers artisanaux pénètrent dans leurs sites et d'autres volent même les minerais. Alors, quelles sont les ZEA, les zones d'exploitation minière artisanale, qui sont dédiées aux creuseurs miniers? C'est un nombre de combien? Très bien. Allez-y, monsieur Je le ministre. réponds directement. Je vous en prie. Très bien. La première question sur le cobalt. J'aimerais qu'on comprenne bien ce que nous avons voulu faire avec le cobalt. Nous étions dans une position de suroffre. Il y avait plus d'offres que de demandes. Et lorsque vous êtes dans cette position-là, il y a une chose qui se passe. Vos stocks commencent à augmenter, parce que vous ne vendez pas tout. Et quand vos stocks commencent à augmenter, ça doit vous dire ce qui va venir après. Le prix va s'effondrer. Et nous voulions empêcher cela. C'est pour cela que nous avons, à un moment donné, interdit complètement l'exportation du cobalt. Je sais que ça nous a coûté cher à nous-mêmes aussi, au Trésor, parce que c'est des revenus qui ont été déférés, en fait, qui ne sont pas perdus, qui sont déférés, parce que le stock est là, on va le vendre. Je vous annonce d'ailleurs qu'en principe, cette semaine, les exportations doivent reprendre. Donc c'est ce qui s'est passé, tout simplement. Maintenant, dans la reprise des exportations, nous avons voulu un quota pour mieux contrôler. Oscar, vous savez, lorsque vous détenez 70% des réserves mondiales d'une commodité, c'est votre droit le plus strict de dire, de dicter votre volonté, ce que vous voulez faire. On ne peut pas laisser ça à la compétition internationale, tout simplement, et être spectateur. On ne peut pas laisser ça simplement à ce que les anglo-saxons et les traders appellent fear and greed, parce que le marché a un côté irrationnel. La peur de perdre de l'argent, mais également la soif de gagner trop, de la cupidité. C'est toutes ces forces qui conduisent le prix. Nous ne pouvons pas rester spectateurs de ça. C'est pour cela que nous avons régulé cela. Il y a beaucoup de sceptiques, des gens qui ont pensé qu'on n'allait pas y arriver. Regardez le prix du cobalt là où il était lorsqu'on s'en prit la mesure où nous sommes aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai. On disait 11 000, aujourd'hui c'est 54 000, si mes chiffres sont... Je n'ai pas regardé le dernier prix, mais nous avons monté en gamme très haut par rapport à ce que le prix était. Maintenant, c'est vrai, nous sommes dans une géopolitique internationale qui est turbulente aujourd'hui. Comme on dit, le monde est devenu volatile, incertain, complexe et ambigu à la fois. Personne ne peut réellement prédire de quoi demain sera fait. Mais en toute responsabilité, nous avons pris nos responsabilités, nous avons établi les quotas, et ces quotas ont été bien réfléchis aussi. Nous avons regardé la moyenne statistique de tous ces exportateurs de cobalt sur les 3 dernières années. En fonction de ce qu'ils exportaient, nous leur avons alloué ce quota-là, pour qu'ils ne se sentent pas préjudiciés. Et bien sûr, nous allons avancer comme ça et nous allons continuer à faire un monitoring de la situation. Alors, Kolwezi, votre deuxième question, c'est vrai, c'est une question complexe parce qu'il y a énormément de coopératives, mais en principe, une coopérative à une coopérative, on doit assigner une zone d'exploitation artisanale pour qu'elle puisse travailler. On s'est retrouvé avec beaucoup de coopératives, mais sans zone d'exploitation artisanale. Et c'est ce qui explique en partie l'envahissement de certaines zones concessions industrielles, ce qui n'est pas du tout acceptable, je dois avouer. Ce que nous avons fait, c'est rassembler notre administration dès notre entrée au ministère et mettre beaucoup de pression sur notre administration pour leur faire comprendre qu'écoutez, nous n'avons aucune excuse ici. Nous devons générer suffisamment de zones d'exploitation artisanale viables pour ces jeunes gens et avoir un système transparent et responsable pour allouer ça aux coopératives. À ce jour, nous venons d'en générer 64, mais c'est encore une goutte d'eau dans l'océan. Au vu de la masse des creuseurs et des coopératives, il faut des centaines et des centaines de ZEA. Donc c'est du travail en progrès. Nous devons continuer, nous mettre sous pression pour en sortir suffisamment, parce qu'il ne suffit pas seulement de délimiter une ZEA,
Il faut encore qu'on étudie un peu plus où se trouve la minéralisation pour qu'on puisse faire de la découverture, pour que ces jeunes puissent travailler dans des conditions avec moins de pénibilité. C'est tout ça que nous faisons ensemble. Ce que j'ai fait, c'est approcher ces coopératives, leur dire nous allons le faire ensemble. Ce n'est pas vous et ce n'est pas nous, c'est nous ensemble. Parce que je tiens encore à dire une chose. Il y a près de 3 millions de creuseurs aujourd'hui dans notre pays. Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas du tout de leur faute. Et on a tendance à les peindre comme des hors-la-loi. Ils ne sont pas non plus des hors-la-loi en réalité. Leur seul péché, c'est que nous n'avons pas, nous, en fait, su leur donner un avenir, un emploi ou des conditions de vie. Et leur seul péché, c'est qu'ils ont refusé d'aller s'abîmer en mer en cherchant à aller en Europe, s'exiler. Ils ont préféré rester au pays, s'organiser. Et croyez-moi, certaines de ces coopératives que j'ai approchées sont très organisées, beaucoup plus organisées qu'on ne pense. Et donc, c'est à nous de les encadrer. C'est à nous de dire, très bien, vous êtes déjà organisés, joignons nos forces. Voici quelques zones d'exploitation artisanale où nous pouvons vous placer, certains d'entre vous du moins, mais c'est un processus. Mais deuxièmement, je ne pense pas que de tous ces 3 millions de creuseurs, parce que je les côtoie, je leur parle, certains sont des gradués, des licenciés d'université, des ingénieurs, des techniciens. Certains, ce n'est pas réellement leur métier, ils le font par défaut. Mais alors il faut leur donner des passerelles au travers de la formation professionnelle pour les recycler dans des corps de métier qui, couplés à une politique de grands travaux, peut les absorber dans autre chose que l'artisanat minier. C'est comme ça que nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de la formation professionnelle pour donner cette alternative-là. Maintenant, c'est vrai, parmi eux, il y en a qui sont des purs et durs, qui disent que ça, c'est mon choix. Moi, je suis un creuseur, je vais crever dans mon trou, c'est ma vie, etc. Il faut respecter leur choix également. Mais alors leur donner des conditions avec moins de pénibilité et les encadrer pour qu'ils puissent avancer dans ce qu'ils veulent faire, qu'il y ait moins d'harcèlement de nos services administratifs et autres, qu'ils puissent quelque part se retrouver. Monsieur le ministre, autre chose peut-être. Allez, évidemment, vous allez continuer, mais c'est quoi le rôle de l'entreprise générale du cobalt dans ces contextes? L'entreprise générale du cobalt, c'est une initiative souverainiste qui veut justement encadrer nos coopératives, leur donner les moyens de travailler dans des bonnes conditions, racheter leur production à des prix qui sont compétitifs, au lieu d'être des victimes de tous ces traders, ces entremetteurs, etc., pour que finalement ils soient valorisés. Voilà. Très bien. Mais ce que je voulais dire, c'est que, au-delà de ces initiatives, je reviens de Genève avec Madame la Première ministre. Tout à fait. Et nous avons fait un très fort plaidoyer pour que les consommateurs finaux de ce cobalt et de ce cuivre qui sort de l'artisanat, qu'ils soient Tesla, Mitsubishi, Toshiba, toutes ces compagnies, qu'elles se rapprochent plus de ces coopératives sur site. Parce que si on a un contact direct entre le consommateur final et celui qui sort la matière du sol, vous comprenez bien que tous ceux qui sont au milieu, tous ces intermédiaires sont déjà en dehors. Et on peut avoir alors un pool financier qui peut permettre non seulement un paiement plus équitable, mais alors réfléchir alors à une politique de responsabilité sociétale. On peut leur construire des cités minières où ils pourront avoir des logements décents, des écoles, des centres de santé et autres, avoir une dignité humaine dans la vie. Donc c'est une problématique qu'il faut prendre par plusieurs bouts finalement. Il n'y a pas une solution universelle. Il faut les former, il faut mieux les payer, il faut donner des alternatives. C'est tout ça qu'il faut faire à la fois. Et Monsieur le ministre, il y a forcément une question de ceux qui tirent le ficelle. On parle de la présence des Libanais, on parle de certains Chinois. Oui. Vous savez, cher Patrick, moi je veux dire une chose. C'est vrai que je suis un fondamentaliste contre la corruption. Quand j'en parle vraiment du fond de mon cœur. Parce que la corruption, c'est le cancer ultime, qui annule même tous les efforts d'un gouvernement. Tout à fait. C'est la corruption qui fait que nos jeunes gens s'exilent, parce qu'on leur refuse des opportunités qui devraient leur revenir légitimement, que ce soit du point de vue d'emploi, du point de vue d'opportunité des affaires. Mais pire, j'aimerais vraiment dire à mes chers compatriotes
Chaque fois que vous faites corrompre par un Libanais, chaque fois que vous faites corrompre par un Indien, par un Chinois, peu importe d'où il vient, sachez que vous êtes en train de vendre vos enfants en esclavage. Je répète, vous êtes en train de vendre vos enfants en esclavage, exactement comme à l'époque de Tipo Tipo, où lorsque nos chefs vendaient nos enfants en esclavage. Il n'y a aucune différence. Ces maîtres venus d'ailleurs enverront nos enfants avec leur diplôme universitaire balayer les rues. Ils ne vaudront plus rien, parce qu'on les aura vendus en esclavage. Donc arrêtons cela. Parce que c'est ça qui est quelque part aussi à la base de tout ça. Je demande qu'on soit intègre, qu'on comprenne les enjeux, qu'on aime son pays et qu'on résiste. Il y a moyen de vivre avec intégrité, avec patriotisme, avec honnêteté et gagner sa vie. C'est faisable. On ne pense pas que ce n'est pas faisable. Et autre chose également, on semble trop polariser le débat autour de l'artisanat minier, des mines, etc. Je crois qu'on doit peut-être changer notre logiciel de réflexion. Il n'y a pas que les mines pour vivre. Nous sommes 120 millions de Congolais aujourd'hui, d'après ce que j'entends. Mais qui a dit qu'il n'y a que les mines pour vivre? Les mines ne sont qu'un accélérateur d'économie, au même titre que l'agriculture, le tourisme et bien d'autres secteurs. Donc réfléchissons à diversifier le tissu économique de chez nous. C'est pour cela que je deviens de plus en plus regardant sur tous les paiements infranationaux qui vont dans les escarcelles des entités territoriales décentralisées. C'est des grosses sommes d'argent. Lorsque vous prenez les 0,3% de chiffre d'affaires, vous prenez la redevance minière, vous prenez le cahier de charges qui est en fait une sorte de contrat social entre la société minière et les communautés autour. Vous avez certains ETD qui brassaient à la limite, peut-être par an, entre 1 000 et 10 000 dollars peut-être, qui en brassent 10 millions de dollars et plus. Imaginez-vous des montants pareils et qui vont pleuvoir dans ces caisses chaque année, parfois même en allant en grandissant. Et une mine, c'est la seule activité qui connaît sa date de naissance et de mort. Donc une mine, on connaît sa durée de vie. Et si vous savez que ce montant va vous arriver sur 20 ans, sur 30 ans, on peut structurer plusieurs financements pour faire des grands travaux de diversification économique autour des sites. On n'a pas besoin d'aller au FMI, on n'a pas besoin d'aller à Washington pour emprunter de l'argent. L'argent est là. Maintenant, c'est à nous de réfléchir à des cahiers de charges et à une réflexion telle que nous nous posons tous la question, avec ce que les mines nous donnent aujourd'hui, Qu'est-ce qu'on en fait? qu'est-ce qu'on en fait? On va construire 6 salles de classe, on va construire un centre de santé, appeler l'autorité pour applaudir, la télévision nationale pour relayer ça, pour dire... Donc la vraie question elle est la suivante, Oscar. Quand 20 ans seront épuisés, quand le dernier minerai sera extrait, quand il y aura un trou béant qui va rester là-bas, qu'est-ce que nous léguons à nos générations futures? C'est ça la vraie question. Est-ce que nous voulons léguer un grand centre universitaire là-bas? Est-ce que nous voulons faire une Silicon Valley? Est-ce que peut-être du point de vue géographique, l'endroit est situé à tel endroit que ça sera un grand hub de logistique à la croisée de plusieurs routes d'intérêt économique? Je ne sais pas. Mais cette vision-là, nous devons l'avoir aujourd'hui, la construire à partir d'aujourd'hui. Et ne pas continuer dans cette histoire de 6 salles de classe et dispensaires, etc. Nous devons arrêter cela et voir plus loin. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre de Mines. Votre équipe renseigne qu'en février, la tonne du cobalt s'est négociée autour de 21 000 dollars et aujourd'hui, nous sommes à presque 50 000 dollars. Voilà. Donc je crois que, après tout, ce n'était pas mauvais de déférer ce bénéfice-là, parce que maintenant, nous allons commencer à le vendre à 50 000 dollars. On l'aurait vendu à 20 000 dollars et il serait allé en continuer à s'enfoncer, en fait, parce qu'on était en position de oversupply, de suroffre. Donc je crois que nous avons pris ces décisions-là de manière responsable. Et j'ai été clair avec les Chinois, avec tous ceux qui s'agitaient. Je leur ai dit très simplement, nous n'avons des excuses à présenter à personne pour cela. Mais nous avons des excuses à présenter à personne. Nous assumons notre souveraineté, il en sera ainsi. Et c'est tout. Voilà. Et voilà, c'est 70% de réserve de cobalt du monde. On va prendre la prochaine question avec Marlon Kachamou, puis M. Gloria Fefere se prépare.
Bonsoir, Monsieur le ministre. J'ai deux petites questions. La première sera adressée au ministre des Mines, la deuxième au ministre... pardon. Comment vous appelez? Monsieur Marlon. Ah, Monsieur Marlon Kachamou. Marlon Kachamou. Oui. Alors, vous êtes chevronné du secteur. Nous savons que l'exploitation s'est faite de manière artisanale, mais également industrielle. Mais cette exploitation est souvent conflit à plusieurs problèmes, instabilité, mais aussi autres problèmes. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous êtes en train de faire de manière concrète pour élaguer ou encore réduire sensiblement cette situation qui est en train de causer pas mal de problèmes en République démocratique du Congo? Et certaines personnes qualifient même votre secteur de Far West. Qu'est-ce que vous faites pour changer cette situation? Ça, c'est la deuxième question. C'est au ministre de la Communication et Médias. Permettez-moi de vous poser cette question. Je sais que le concerné n'est pas là. C'est une question qui serait normalement adressée au ministre des Sports. Alors, c'est une sorte de polémique droit de diffusion Cannes 2025. Ça fait déjà jaser dans les milieux sportifs. Et d'après mes sources, il y a des litiges qui sont en suspens concernant la retransmission des différentes rencontres de la CAN ici en République démocratique du Congo. Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, je vous pose la question aujourd'hui comme porte-parole du gouvernement congolais. Rassurez-nous qu'on va suivre toutes les rencontres de la CAN 2025 ici en RDC. Merci beaucoup. Bon, nous sommes sur un sujet qui est celui-là, mais parce qu'il s'agit du foot et qu'on dit du foot que c'est les sports rois, je crois que nous allons nous acquitter de notre tâche comme de coutume pour nous assurer que le Congolais suive la prestation des Léopards et on souhaite qu'ils arrivent en finale et qu'on remporte la coupe qui sera organisée au Maroc. Donc pour le reste, nous allons y travailler avec mon collègue de sport. Monsieur le ministre? On t'a entendu. Hein? Évidemment. Marlon, la question de l'artisanat minier vis-à-vis de l'exploitation industrielle et tout ce que ça pose comme problème, c'est une vraie problématique, c'est vrai. On ne peut pas nier cela. Mais j'aimerais dire ceci. Toute ma carrière, j'ai toujours été guidé par des principes de jugement qui sont très simples. Quand je vais sur un site, que ce soit une usine de traitement, ou que ce soit à 1500 mètres dans le fond d'une mine, dans une galerie, partout où je vais, je me pose toujours une question. Une première question que je pose toujours. Quand je regarde les conditions de travail, ma question c'est toujours, si c'était mon fils qui était dans ces conditions-là, est-ce que je permettrais cela? Parce que ce sont mes enfants aussi. Et si la réponse est non, c'est que c'est non. Ce qui est un problème. Ça veut dire qu'il faut trouver une solution à cela. Quand je vais voir l'artisanat minier, et c'est un langage franc, les creuseurs avec qui je parle souvent connaissent mon langage franc quand je leur parle. Je leur dis toujours, mais regardez autour de chaque site minier, le taux élevé de déperdition scolaire, le taux élevé de grossesse précoce, le taux élevé de banditisme, de prostitution, de pollution. Et en fait, plus grave, c'est un travail d'esclave parce que ceux qui se font vraiment le beurre derrière ça, ils sont à Dubaï, ils sont à Londres, ils sont ailleurs. C'est même pas vous, en plus. Pourquoi ça? Maintenant, nous comprenons ceux qui les emmènent à ça. Maintenant, il faut les aider. Comme j'ai dit, ce n'est pas du tout de leur faute. C'est pour cela que nous parlons de toutes ces approches. Ramener le consommateur final vers eux pour un meilleur traitement, renforcer la capacité de notre administration pour qu'on puisse les encadrer mieux. J'aurai un langage aussi avec les industriels aussi qui sont envahis, d'aider également. C'est une affaire à nous tous. Je peux vous dire aujourd'hui que 2 des compagnies minières majeures, dont je tais le nom, ont investi près de 100 millions de dollars aujourd'hui, rien que pour construire des sortes de murs de Berlin autour d'elles, pour se protéger de l'envahissement de ces creuseurs. Mais ça n'a servi à rien parce qu'ils escaladent. Maintenant, est-ce que ces 100 millions de dollars, on ne pouvait peut-être pas les utiliser différemment en termes d'encadrer ces artisans, leur donner une autre chance? Voilà un peu toute la problématique et nous nous y attelons.
Et croyez-moi, nous y attelons avec beaucoup de responsabilité. Maintenant, ceux qui pensent que la RDC est un Far West... Le secteur que vous dirigez, pas la RDC. Pardon, le secteur que je dirige, oui. Merci pour la correction. Nous venons de boucler une grande tournée en Europe, en Amérique et également en Chine. Et à ceux qui ont cette perception-là, je leur dis ceci. Autant vous nous regardez, autant nous vous regardons. Ça fonctionne de deux manières. Et lorsque moi, avec mes 35 ans d'expérience dans le secteur minier, je vous regarde, vous qui nous critiquez, je vois deux camps. Le camp de ceux-là vraiment qui font du Congo bashing, qui disent que le Congo c'est vraiment le Far West, comme vous le dites en termes de mine, hein, bien sûr. C'est un peu comme cette belle fille qui a tous les atouts mais qui n'a pas de moralité. Ils ont des termes assez durs. C'est leur droit le plus strict de penser cela, Marlon. Mais il y a l'autre catégorie des gens qui ont compris une chose, d'investisseurs, qui ont compris qu'après tout, le Congo, c'est comme tous les autres pays. Si vous faites votre devoir à domicile au départ, vous allez réaliser que vous avez deux grands alliés finalement, quand vous venez investir. Et ces deux grands alliés, ce n'est pas le président Félix, ce n'est pas Madame Judith Souminois, encore moins moi, ministre des Mines, parce qu'on a fait une belle photo dans mon cabinet, rien du tout. Vos deux meilleurs alliés, c'est d'abord les lois et règlements de notre pays, parce que ça garantit votre investissement, ça garantit le cadre fiscal et la stabilité du cadre fiscal pour vous, ça protège même vos actifs, la loi et les règlements. Et puis le deuxième allié, c'est l'administration, avec laquelle vous devez travailler, qui va vous donner toutes les autorisations dont vous avez besoin pour que vous puissiez exécuter votre plan d'affaires avec une effectivité militaire et que vous puissiez réussir. C'est important pour nous que vous réussissiez parce que quand vous réussissez, vous faites un profit et une partie de ce profit va venir dans notre trésor. Nous sommes avec vous. Et ce camp-là, de ceux qui ont compris ça, Marlon, je peux te dire à ce jour, ça va peut-être te surprendre, ils ont investi près de 45 milliards de dollars dans notre pays. Le jour que je faisais le crash à Kolwezi, à 30 km de là, on mettait à feu la fonderie la plus moderne du monde, en technologie qu'on appelle direct to blister, flash smelting, c'est-à-dire on prend un concentré, on l'enflamme avec du flash complètement fermé, aucune pollution environnementale, ça a du produit du cuivre à 9,9%. Ça a coûté 1 milliard de dollars, ça a été fait. Simok va monter en gamme de 600 000 tonnes à 800 000 ou 1 million de tonnes, ils vont dépenser un autre milliard de dollars. Ce Congo-là, il avance avec les gens qui ont compris. Alors, ceux-là qui continuent à parler Far West, la dernière chose que je leur dis, c'est ceci. Après tout, la décision d'investir en RDC, elle est binaire. Vous venez ou vous ne venez pas. Si vous avez fait votre devoir, vous estimez qu'il ne faut pas aller, parce que c'est un Far West, on va respecter. Mais seulement retenez une chose. Et tenez ça de moi. Vous allez compter le coût des opportunités perdues, et ça sera d'une proportion biblique. Parce que les Chinois qui sont venus investir, personne ne leur a déroulé le tapis rouge, après tout. Ils sont venus, ils ont vu les opportunités. Ils ont fait ce qu'un businessman appelle le risk assessment. Ils ont évalué les risques, dit comment on va faire du business ici. Après, ils ont mené les capitaux et la technologie. Ils ont mené une dominance du secteur qui fait jaser l'Occident. Et c'est ce que je dis à l'Occident, faites attention. Le coût des opportunités perdues va vous rattraper après. Après, vous décidez, vous faites comme vous voulez. Voilà. Monsieur le ministre, vous allez dire deux choses très importantes parce que généralement, quand on parle de mines, nous prenons beaucoup de temps évidemment pour parler des EEA, où on aime bien nous accuser parfois faussement de corruption et de toutes ces choses qui ne sont pas positives. Mais vous venez de dire qu'on a investi 1 milliard, 45 milliards dans des opérations qui n'ont pas été faites dans un pays du monde avant le Congo. Non, je dis ça a été peut-être ailleurs, on a investi aussi, hein. Mais je dis que chez nous au Congo aujourd'hui, on peut compter jusqu'à 45 milliards de dollars d'investissement dans nos grandes mines. Et des technologies de dernier. La technologie, elle est de dernière pointe. J'ai vu cette technologie-là, j'étais la voir en Finlande et en Pologne.
C'est le dernier cri, c'est la Rolls-Royce la plus moderne des Monsieur le fonderies. ministre, nous demandons à voir, parce qu'il faut montrer évidemment cette autre face Ah oui. du secteur minier congolais où nous avons les plus grosses boîtes du monde et qui fournissent notamment le cobalt à Tesla. Ben oui. Cette fonderie, c'est un monstre qui vous prend 500 000 tonnes de cuivre là. Vous passez le concentré par ici et de l'autre côté, ça vous sort un cuivre à 9,9%. Et ça vous sort aussi de l'acide sulfurique en plus. C'est incroyable. Mais il faut que les gens comprennent de quoi on parle ici. C'est ça le vrai Congo qui avance, avec ceux qui ont compris. Et pas les Far West qu'on raconte. Non, ça n'a rien à voir avec le Far West. Quelqu'un va mettre $1 milliard. Ça a été mis là. Je vous dis, le lundi passé, le lundi d'il y a une semaine, ce jour-là où on faisait un crash, on mettait à feu cette fonderie-là. Vous voyez ça? Voilà, on va prendre la prochaine question avec Gloria Mfefere et puis je vais demander à M. Jacques Amboka et Benoît Niemba de se préparer pour les prochaines. Merci, Excellence, pour la parole. Je suis Gloire Mfefere, du journal La Prospérité. J'ai quelques questions que je voudrais poser au ministre Louis Atoum. En premier lieu, je reviens sur les 64 zones d'exploitation artisanale identifiées. Excellence, à quand la phase d'opérationnalisation pour que finalement nous puissions éviter de mort? La deuxième question, Excellence. Certaines voix disent que vous peinez à attirer des investisseurs en dépit de votre volonté ici que vous avez ici évoquée. Que répondez-vous à ces gens-là? La troisième question, Excellence. Aujourd'hui, quel type de coopération entretient la RDC avec les deux premières puissances mondiales? Je fais allusion aux États-Unis et à la Chine. Donc voilà mes trois petites questions. Merci. Merci. De bonnes questions. Les zones d'exploitation artisanale viables que nous avons délimitées, c'est pour quand? Vous avez raison, il y a encore un petit travail qui doit être fait. Comme j'ai dit, une zone d'exploitation artisanale, quand vous la présentez, c'est un terrain en fait. Mais vous allez commencer par où se trouve la minéralisation? Il faut un petit travail supplémentaire qui doit être fait par les géologues. Pour cela, je suis en train de mettre en place un comité qui va inclure également les représentants des coopératives pour qu'il y ait transparence dans le travail que nous allons faire, pour qu'il y ait transparence dans l'attribution de ces zones d'exploitation artisanale, parce qu'il y avait déjà des soupçons que voilà, les politiques vont faire un hold-up sur ces zones d'exploitation artisanale et vont se les distribuer. Non, je veux de la transparence, je veux de l'équité, je veux que les vraies coopératives qui sont sur le terrain, qui sont organisées, soient les mieux servies. Et donc, il faudra donner peut-être quelques semaines, quelques mois. Pour certains, ça pourra aller très vite, parce qu'on sait très vite faire cet exercice. Pour d'autres, ça ira un peu plus lentement. Ça sera au cas par cas. Mais il faut préciser que ça ne concerne pas que le Lualaba ou le Haut-Katanga. Non, quand je dis une centaine, il faut des centaines et des centaines de GA, c'est pour toute la République. Le problème, il est partout. J'étais aussi en Ituri, j'ai été dans le Haut-Touélé, et je peux vous dire, le problème se pose aussi avec Acuité par là. Avant d'atterrir à Doko, j'ai demandé au pilote de rester en l'air et de survoler à basse altitude toute cette zone-là, Moku, Beverendi, Wanga et autres, à très basse altitude, pendant près de 3 quarts d'heure pour voir ce qui se passe. C'est énormément de dégâts environnementaux qui ont été causés par... Et il faut restructurer tout ça finalement. Et donc les EA que nous voulons, viables, c'est pour toute la République, hein, je veux être clair. Ce n'est pas uniquement pour le Lualaba, c'est pour les autres parties du pays également. Difficulté d'attirer les investisseurs, je l'ai dit tout à l'heure. Ceux qui y croient sont là. Non seulement ils sont là, mais ils demandent même plus. Ils demandent qu'on leur donne plus d'opportunités, qu'on leur donne plus de permis, etc., pour qu'ils puissent s'agrandir davantage. Mais nous avons compris une chose après tout, et c'est peut-être ça la vraie réponse à votre question. Il n'y a qu'une façon d'attirer les investissements. C'est faire preuve de bonne gouvernance, de transparence, du respect des textes, d'élimination de la corruption. C'est toutes ces choses qu'il faut mettre en place, c'est tous ces ingrédients qu'il faut pour que ceux de l'extérieur se sentent rassurés. Et croyez-moi, nous nous mettons. Nous sommes à cela. Monsieur le ministre, peut-être que c'est l'occasion que vous nous dites de manière un peu plus technique, parce que vous y connaissez de loin plus que moi, Litier.
lorsque nous regardons les différents rapports des litiers, il faut dire qu'en termes de transparence, nous sommes toujours au-dessus de 90%. Tout à fait. Nous sommes un pays qui a été admis à l'ITIE et ça a été un processus sur plusieurs années. Vous ne devenez pas membre de l'ITIE du jour au lendemain. C'est tout un processus qui va sur plusieurs années pour qu'on voit votre niveau de reporting, de transparence et autres. Et chaque année, vous recevez une cote. Et si elle n'est pas bonne, vous pouvez aussi être relégué de ce poste. Et nous sommes dans l'ITIE, nous sommes très bien placés. C'est-à-dire que nous publions des contrats, oui. Nous publions des chiffres bien pour sûr. S'assurer que nous ne cachons rien. Bien sûr. Et ce n'est pas parfait, c'est du travail qui continue, bien sûr. C'est un effort continu. Il ne faut pas arrêter. Mais je tiens à vous dire une chose. Le monde commence à nous prendre au sérieux et à voir qu'il y a des efforts de bonne gouvernance qui se font chez nous. N'en déplaise aux uns aux autres. Regardez le package aujourd'hui du Fonds monétaire, entre 3 et 4 milliards de dollars. Ce n'est pas un don. C'est parce qu'ils reconnaissent les efforts que nous avons faits dans la discipline, dans la dépense dans les dépenses publiques. La peur du gendarme qu'on a instaurée avec l'IGF, lutte contre la corruption et autres. Ce sont des choses qui sont visibles aujourd'hui. Et tout cela concourt à attirer des investissements. Alors, la dernière question, c'était notre relation, notre position par rapport à la Chine, par rapport... vous savez, il faut balancer notre point de vue. On peut critiquer la Chine, on peut critiquer certaines mauvaises pratiques de certains opérateurs chinois, pas tous, il y en a des très bons également, mais qu'on n'oublie pas que c'est la Chine, à travers ses investissements, qui nous fait occuper la 2e place mondiale de producteurs de cuivre aujourd'hui. C'est essentiellement dû aux investissements chinois. Nous sommes 2e après le Chili. Au fur et à mesure que nous réglons nos problèmes énergétiques, je crois que nous allons prendre la 1re place et aller encore plus haut. Nous sommes à plus de 3 millions de tonnes de cuivre lent aujourd'hui. Nous allons encore monter plus que ça. Il faut les respecter. Par contre, il faut veiller à ce que nos lois soient respectées, un peu comme dans le cas malheureux de CDM qui s'est passé, qui est une entreprise chinoise. Il faut les ramener sur la loi et être intransigeant là-dessus. Les Américains ont compris, ils sont venus, nous sommes en train de leur parler, ils sont très intéressés, c'est vrai. Nous sommes ouverts à tout le monde, nous sommes à l'époque du multilatéralisme, nous parlons à tous les partenaires et de toutes les manières. Moi, j'ai toujours dit la dotation minérale de notre pays. Lorsqu'on regarde aujourd'hui tous les espaces qui sont occupés, soit en exploitation ou soit en exploration, c'est moins de 10% de notre dotation minérale. Donc les 90% restants, c'est vierge comme au premier jour de la création. Mais, Monsieur le ministre, en parlant de ça, tout à l'heure, vous me disiez que la province du Congo central, c'est presque la réplique du Lualaba en termes de potentialité minière. Bon, je sais qu'il y a quelques semaines, nous étions avec la première ministre au Japon, il y a eu signature d'un MOU avec une entreprise qui va travailler dans le manganèse. Mais est-ce que vous pouvez confirmer aux compatriotes que nous suivent que la province du Congo central est aussi une province minière? Non seulement la province du Congo central est une province minière avec une très grande dotation minérale, elle est en fait le miroir géologique du Katanga. Vous y avez du cuivre, vous avez de l'or et vous avez du manganèse, vous avez beaucoup d'autres métaux. Mais plus, tous les ingrédients qu'il faut pour faire de l'industrialisation et du mining à grande échelle sont rassemblés pour le Congo central. Vous avez la proximité d'un port qui s'appelle Matadi, vous avez l'électricité qui est là, parce que Inga est à côté, vous avez le chemin de fer, vous avez les routes, le capital humain, vous l'avez, parce que Kinshasa n'est pas aussi loin, n'est pas aussi éloigné de là. Tous les ingrédients sont là. En fait, l'intensité de capital. Si vous voulez développer une mine, par exemple, allez, dans un endroit qui est enclavé comme dans l'arrière-pays, où il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, etc., par rapport au Congo central, l'intensité de capital au Congo central sera de loin moindre. Et donc tous les ingrédients sont là. Encore une fois, c'est un appel à nous, les Congolais. Je souhaite vraiment que nous comprenions que le développement, c'est avant tout un état d'esprit. Ce n'est pas
ce n'est pas d'abord une affaire de capitaux et de technologie, c'est un état d'esprit. Il faut que nous ayons cet état d'esprit de développement et tous les ingrédients sont là pour qu'on puisse développer. Le Congo central, en principe, devait être la province la plus industrialisée de toute la RDC, à cause de tous ces points qui sont déjà rassemblés là-bas. Voilà, on va prendre rapidement les questions de M. Jacques Amboka, puis ce sera M. Benoît Nyimba. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Deux petites questions à son Excellence, Monsieur le ministre de Mines. La première question, il y a 4 ans, la RDC avait organisé ici DRC Africa Business Forum. Il était question justement de mettre en valeur ce que nous disposons pour attirer au fait les investisseurs pour faire de la RDC la première destination pour la production de batteries électriques. 4 ans après, on parle de l'évolution de cette industrie ailleurs. Qu'est-ce que la RDC représente aujourd'hui dans cette industrie de la production des batteries électriques? La deuxième question, la toute dernière, est celle de savoir, il y a des superpuissances qui accordent une attention particulière à la République démocratique du Congo par rapport à tout ce que nous disposons. Est-ce que parmi ces puissances, nous pouvons également compter la Russie? Il y a également des investisseurs russes qui viennent pour investir dans le domaine des mines ici en RDC. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, vous allez noter les questions de Benoît Nyimba, comme ça on va profiter pour répondre à ces dernières séries et terminer cet exercice. Oui, Excellence, j'étais à Kolwezi quand l'entreprise générale des Cobalt a lancé ses premières 1000 tonnes inaugurales et votre représentant avait annoncé pendant la cérémonie que vous devriez signer une 50aine de arrêtés pour le ZEA. Et vous venez encore de dire qu'il y a un bon nombre de ZEA déjà. La question de savoir aujourd'hui, il y a déjà une centaine de zones artisanales et vous ajoutez encore cette 50aine d'arrêtés pour encore les artisanaux. Alors la question que je pose, les arrêtés que vous signez, c'est juste pour travailler avec EGC ou c'est juste pour ajouter sur ce qui existe déjà? Deuxième question, il y a une semaine, j'ai lisé un article sur vous. Vous étiez encore, je crois, président de chambre de commerce, président de chambre de mines, pardon, où vous essayez d'expliquer un peu sur la redevance, c'est que la RDC avait gagné sur les entreprises minières, sur la redevance. La question que je pose maintenant, Monsieur le ministre, on est presque à la fin de l'année. La RDC a déjà encaissé combien sur la redevance minière, sur toutes les entreprises minières, et comment cela est réparti, parce que aujourd'hui, toutes les entreprises minières là où ils sont logés, quand vous sortez des usines, vous sentez la pauvreté. Quand est-ce que les Congolais vont profiter de ces minerais? Une question au porte-parole du gouvernement. Il y a des vidéos qui circulent depuis cet après-midi, montant de fumer dans un camp militaire dans la sortie de la ville de Lubumbashi, qui parle de l'entrepôt des armes de camp militaire Kimbembe, je crois, qui a pu faire. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Merci. Merci. Monsieur le ministre, allez-y. Très bien. Je commence par les questions de Jacques. C'est ça Jacques, oui, c'est vrai. Il y a 4 ans, il y avait DRC Africa Business Forum et on parlait de la chaîne de batterie. Je peux t'assurer d'une chose, beaucoup de progrès ont été réalisés en 4 ans. Nous avons d'abord fait des réformes très courageuses, de créer des zones économiques spéciales qui offrent des facilités fiscales, parafiscales, douanières et administratives, ainsi qu'un guichet unique pour pouvoir faciliter l'attrait des investissements, des investisseurs, pour qu'ils puissent venir. Ces zones d'exploitation, ces zones économiques spéciales également, nous y apportons l'énergie, les infrastructures d'accès. Nous avons inauguré, et j'étais encore ministre de l'Industrie, nous avons inauguré la zone économique spéciale de Moussompo, dans le Lualaba, près de 1000 hectares, dédiée uniquement à la chaîne de batterie, pour que les investissements puissent y faire. Elle est en cours de construction pour le moment. Nous étions en Chine il y a un peu plus de 2 semaines, 3 semaines,
Et nous avons convenu avec mon homologue chinois, le ministre des Mines de la Chine, de booster le partenariat que nous avons. Nous avons un partenariat qui est conclu entre nos deux pays, mais d'ajouter particulièrement l'attrait des investisseurs chinois dans la chaîne de batterie, comme CATL et autres, pour qu'ils viennent investir dans ces zones-là. Et nous sommes en train de finaliser ce partenariat-là qu'on va signer au plus tard le 26 mars. Ça va inclure des investisseurs qui vont venir justement pour investir dans ces zones, mais également ça va inclure un volet de formation de nos géologues et d'échange de technologies. Parce qu'aujourd'hui, la géologie Greenfield, comme on dit, elle a beaucoup évolué. On utilise beaucoup la détection, la télédétection, en prenant des données satellitaires et géospatiales, en y mettant de l'intelligence artificielle. Ça permet d'aller plus vite, un peu moins de risques, et on sait découvrir des gisements plus vite, plus rapidement. Ce partenariat, nous l'avons avec les Chinois. Nous coulons ça sous forme d'un partenariat qui sera signé solennellement d'ici le mois de mars. Tout ça va dans le chaîne de répondre à votre question. Donc il y a énormément de progrès qui ont été réalisés. Parmi les puissances intéressées à la RDC et la Russie, nous ne sommes pas tellement enclins à savoir les nationalités de... Pourquoi pas la Russie? S'ils sont intéressés, ils viendront. Ils viendront. J'ai simplement constaté que la RDC était vraiment un enjeu planétaire parce que, curieusement, lorsque j'ai été nommé ministre des Mines, les 2 premières semaines, dans mon cabinet, je m'attendais à recevoir les capitaines de l'industrie minière, la chambre de mines, etc. Non. C'était un défilé des ambassadeurs de la Chine, l'Union européenne, France, Grande-Bretagne, Allemagne, etc., qui n'ont pas, Chine et tout, qui n'ont pas cessé de défiler. Ça veut dire que c'est presque tous les pays du monde qui sont intéressés. Donc la Russie est la bienvenue. Elle a peut-être ses propres priorités, que moi je ne sais pas commenter. Mais s'ils toquent à notre porte, ils sont les bienvenus. Nous n'allons pas discriminer contre eux. Il y a de la place pour les Congolais, mais aussi pour les autres pays qui veulent investir en RDC. Monsieur le ministre, rapidement, les questions de Benoît, parce qu'on va terminer pour... Je veux juste préciser une chose. Les arrêtés que je suis en train de signer, c'est pour justement officialiser ces EEA-là. Donc lorsqu'on met à la disposition des EEA, je dois prendre des arrêtés pour cela. Et je les signe au fur et à mesure que nous avançons. Donc EGC a un grand rôle à jouer, beaucoup plus dans l'encadrement de l'artisanat minier. Une fois que ces coopératives travaillent et produisent, EGC sera là pour les aider justement à amener de la matière pour que EGC puisse produire. Je crois que les premiers cathodes ont été produits par EGC dernièrement. Et nous allons continuer à financer, supporter EGC, parce que comme je dis, c'est une décision de souveraineté, EGC, pour que les Congolais, les coopératives finalement commencent à avoir des prix qui sont équitables et qui puissent quand même jouir des richesses de leur pays. La redevance, je n'ai pas le montant à ce jour. J'aurai le temps de regarder à ça, effectivement, parce que j'ai besoin de ces statistiques-là en fin d'année. Mais voilà, c'est encore une fois, à l'époque déjà, lorsque vous avez dit j'étais président de la Chambre des mines, lorsqu'on prenait déjà, il y a 3 ans, 4 ans, rien que le Lualaba et le Haut-Katanga, rien que la ligne de redevance arrivait déjà à 1,3 milliard de dollars sur une année. Presque de quoi financer le programme des 145 territoires, presque. Avec ça, on pouvait construire 25 hôpitaux, on pouvait construire autant de salles de classe, autant d'universités, on pouvait asphalter, je ne sais pas moi, 300 km de route, reconnaissance centrale, etc. C'est dire que faisons vraiment attention à l'allocation de la manne minière. Elle n'est pas éternelle. Un jour, il y aura un trou béant. Il n'y aura plus de redevances qui vont venir. Je crois que c'est ça qui doit réellement nous interpeller pour que nous dépensions cet argent de manière responsable. Parce que le mining, après tout, veut dire une seule chose. C'est apporter les capitaux et la technologie, prendre ce qui est dans le sous-sol, le sortir et puis le transformer en 3 composantes. La composante qui part à l'État, en termes de taxes directes, indirectes, mais tout ça qui part à l'État pour que l'État fasse sa politique sociale, d'infrastructure et autres, et puis la part qui part aux investisseurs, bien sûr, parce qu'ils ont droit à leurs dividendes, et puis la part qui part aux communautés locales.
Mais encore une fois, il faut que ces communautés locales prennent conscience que cette manne, elle n'est pas éternelle. Nous pouvons aller dans la valse des chiffres, etc. Mais si nous ne prenons pas conscience de cela, je crois que ce n'est pas très responsable de notre part par rapport aux générations à venir. Un jour, il y aura un trou béant. Voilà, merci, Monsieur le ministre. Sur la question du camp des Kimbembe, j'ai discuté avec le gouverneur Martin Kazembe tout à l'heure. Il pourra revenir pour nous donner les détails, visiblement, de cet incident qui a conduit à cet incendie. Donc, on pourra vous donner le détail. Blaise Shindani, j'ai reçu la question en réaction avec les propos du président rwandais. Je crois que c'est les pères qui revendiquent les actions du fils. Si vous l'avez suivi, il n'y a pas du tout d'ambiguïté. Nous l'attendons sur le terrain du respect de ses engagements par rapport au processus diplomatique dans lesquels nous sommes engagés. Hier, je le disais, que nous aurons l'occasion de revenir dans les prochains jours pour faire le point de qui s'est acquitté de ce qu'il devait faire pour que la paix revienne dans cette partie du territoire et pour que nous puissions permettre à nos populations de vaquer librement à leurs occupations. En parlant de cela, j'ai vu qu'il y avait sur les réseaux sociaux une fausse polémique engagée par les fils, justement, parce que très attentifs à ce que nous disons, et dans le strict objectif de s'aimer la division et la confusion. J'aimerais rappeler ici la position du gouvernement, du président de la République depuis le premier jour de ce conflit. Chaque Congolais est important. Chaque province, chaque territoire, chaque communauté compte. La preuve, le ministre des Mines a failli laisser sa vie parce qu'il devait aller compatir avec les compatriotes qui ont été touchés. L'unité nationale, c'est le socle qui nous tient et la mobilisation de tous les citoyens que nous faisons quotidiennement est la seule réponse à l'agression. Et c'est cette mobilisation qui fait qu'on veut toujours à travers la désinformation, toujours à travers le poison rwandais, vouloir travestir ce qui a été dit ici. Je pense que s'il y a une province que j'ai particulièrement visitée depuis que je suis au gouvernement, c'est la province du Nord Kivu. Et d'ailleurs, je m'y installerai dès que la paix sera restaurée parce que la République du Congo, démocratique du Congo, appartient à nous tous. Donc, c'est pas étonnant de voir que ceux qui cherchent des canaux pour éviter justement le sort qui est attendu d'eux, à la fois de leur père, qui a déjà montré des exemples de comment ils traitent ces supplétifs, mais aussi au terme de discussions, peuvent trouver autre chose que penser pouvoir travestir la volonté du gouvernement. En termes d'entrepreneuriat, c'est un travail que je faisais comme député national. Je ne voudrais pas faire un classement, mais les jeunes du Nord Kivu qui sont résistants et résilients le savent. Mais ici, il faut aussi rappeler que la province du Nord Kivu est dirigée par le gouverneur militaire à partir de Beni ou comme la province du Nord Kivu à partir de Vira. Évidemment, il y a des parties du territoire qui sont occupées. Nous y travaillons quotidiennement. Vous avez vu que le budget consacre 30% à la sécurité. Et donc ici, le message qu'il faut repasser à toutes nos populations qui ont pu être victimes de cette manipulation, c'est que nous travaillons pour que chaque centimètre carré du territoire nous revienne et pour que chaque vie de Congolais soit préservée. Ce n'est pas ceux qui dénient l'existence de la crise humanitaire que le monde voit qui peuvent aujourd'hui se présenter comme la solution parce que c'est eux le problème. C'est eux qui font que l'aéroport de Goma ne puisse pas être ouvert parce que c'est eux qui ont tué, c'est eux qui ont attaqué les écoles et ils seront tenus pour responsables. Voilà, Monsieur le Ministre, c'était une petite précision. Je vous remercie de votre participation à cet exercice. On va terminer en montrant à nos compatriotes l'extrait de la vidéo de l'opération que vous avez, dont vous avez parlé tout à l'heure. Je ne sais pas comment la décrire, mais les compatriotes pourront voir que des milliards sont investis dans notre pays parce que notre pays est un pays solution, y compris pour le secteur minier. Voilà. Patrick, j'aimerais peut-être terminer avec un petit mot de la fin quand même. Et ici, je parle vraiment à mes compatriotes qui sont largement jeunes, parce que nous sommes un pays largement jeunes. Dans ce combat que nous avons pour notre souveraineté, pour que les richesses de notre pays puissent finalement nous profiter, ce n'est pas l'affaire d'un individu. C'est l'affaire de nous toutes et tous. Il n'y a pas de spectateurs ici. Il n'y a que des acteurs. Alors voilà le dicton que j'ai appris du président Emerson du Zimbabwe, lorsqu'on était à Harare. C'est un dicton Shona qui dit ceci. Construis ton pays. Développe ton pays.
et prie pour ton pays, car aucun étranger ne le fera à ta place. Fin de citation. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci pour votre attention. Merci. On doit mettre sur le pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.